Bien, bonjour à tous et à tous. Donc 20 minutes, c'est parti. Alors tout d'abord, je tiens à remercier la Fédération française d'équitation pour son invitation et tout particulièrement Serge Lecomte, Frédéric Bouix, Pascal Marie et toute l'équipe de Mathias qui m'a merveilleusement accueilli. Introduction, donc désolé de commencer en parlant de moi, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai passé l'instructorat à Saumur il y a longtemps, c'était au siècle passé. J'ai dirigé des clubs, puis j'ai été pendant 17 ans directeur éditorial aux éditions Belin. J'ai publié plus de 250 livres sur le cheval et l'équitation, créant ainsi le premier catalogue français, un des 3 plus gros catalogues mondiaux. J'en ai écrit moi-même une vingtaine et j'ai dirigé quelque temps les revues Cheval Magazine et Cheval Pratique. Et quand l'équitation française a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, j'ai été nommé président du comité de suivi de cette inscription. Et depuis le 5 avril 2019, j'ai été élu président de la Mission française pour la culture équestre, qui est une association créée sur le rapprochement de la Fédération et de l'IFCE, et chargée de suivre le dossier de l'équitation française auprès de l'UNESCO et de promouvoir cet art au niveau national et international, car nous sommes inscrits à l'UNESCO, mais cette inscription n'est pas définitive et il faut régulièrement montrer qu'elle est dynamique et qu'elle va dans le bon sens. Donc si je suis ici, c'est pour vous parler de culture générale et de culture équestre et vous proposer quelques pistes de réflexion sur les opportunités que cette inscription et la culture peuvent présenter, à mon sens, notamment pour les publics adultes. L'équitation de tradition française est donc inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO depuis novembre 2011, donc ça fait 9 ans, et elle est définie comme une manière de monter ayant comme caractéristique de mettre en relief une harmonie des relations entre l'homme et le cheval, le dénominateur commun des cavaliers résidant dans le souhait d'établir une relation étroite avec leur monture, dans le respect mutuel et visant à obtenir la légèreté. Les spécificités de l'équitation française sont donc l'emploi du minimum de force, le respect, l'harmonie du couple cavalier-cheval, la parfaite entente, la compréhension mutuelle, intime, une relation efficace et discrète. Alors cela paraît évident, mais encore faut-il le voir. Nous avons une histoire, nous avons une culture qui nous sont propres et sur lesquelles nous pouvons capitaliser. En effet, l'harmonie des relations entre l'homme et le cheval, la participation volontaire du cheval, l'absence d'effets de force et de contraintes sont des spécificités françaises qui apparaissent en filigrane de notre histoire depuis la fin du XVIe siècle et qui se résument par cette quête d'une facilité d'apparence visant à retrouver le naturel du cheval sous la selle et que le général de Carpentry a parfaitement défini dans le premier tome de son équitation académique et que vous connaissez tous. C'est l'équitation académique se propose d'abord de rendre au cheval monté la grâce des attitudes et des mouvements qu'il avait naturellement en liberté et qui se trouvent altérés par le poids et les interventions du cavalier. C'est ce que de Carpentry appelle la basse école, et la haute école consiste à parfaire la nature par la subtilité de l'art, et c'est une phrase de Newcastle. La manière française, qui célèbre le feeling, la spontanéité, l'émancipation du cheval, le respect et le bien-être de sa monture, n'est ni meilleure ni moins bonne qu'une autre méthode, elle est culturelle et elle va donner lieu à l'invention de méthodes et techniques dont nous avons hérité aujourd'hui et que nous continuons d'enrichir et de transformer. Et alors à mon sens, cette inscription est un véritable atout. En premier lieu, car elle nous permet de redécouvrir une histoire, une identité et de redonner des contours à une pratique dont nous n'avions pas forcément conscience et pour cause, on ne voit jamais ce qui est de sa propre culture. Ensuite, parce que cette inscription, au-delà de la pratique sportive, contribue à restituer les multiples visages du cheval, notamment le fait qu'il a été, et à mon sens qu'il peut redevenir, un acteur culturel historique essentiel de notre civilisation. En somme, elle nous permet de nous rappeler qui nous sommes et ce qui fait notre singularité. Nous redécouvrons ainsi que la culture, c'est-à-dire la culture générale et la culture équestre, est indissociable de l'homme de cheval. Au temps de nos glorieux anciens, c'est-à-dire l'époque où les enseignants étaient beaucoup des militaires, l'histoire et les grands maîtres faisaient partie de la formation. Et il me semble que ce pan de l'apprentissage, qui a lentement disparu au cours du XXe siècle pour tout un tas de raisons, possède des atouts que nous aurions tort de négliger. Comme l'écrivait Jean-Louis Gouraud en 1989, donc il y a plus de 30 ans, en préface d'un livre de Denis Beaugros qui s'appelait « Des hommes, des chevaux, des équitations », il ne viendrait à l'esprit de personne de se demander pourquoi on enseigne l'histoire de l'art aux étudiants des beaux-arts.
l'histoire de la peinture aux peintres, de l'architecture aux architectes, de la musique aux musiciens. Tout le monde trouve cela normal, logique, évident. Par contre, l'idée d'apprendre l'histoire de l'équitation semble complètement saugrenue à la plupart des cavaliers. Alors il est évident que de savoir que François Baucher, qui est donc un célèbre écuyer du 19e, est enterré dans la fosse commune du cimetière du Père-Lachaise à Paris, ne permet pas de mieux sauter une barre d'obstacles, ni de voir ses foulées. Mais quand on parle de culture, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il n'y a rien de plus étranger à la véritable culture que l'émission Question pour un champion. L'homme cultivé n'est pas un singe savant qui récite par cœur. La culture est quelque chose de beaucoup plus profond. Elle est personnelle, humble et critique. L'hyperconnectivité actuelle, qui ne fera qu'empirer, je dis bien empirer, pas s'améliorer, l'hyperconnectivité actuelle et l'abondance de l'information débouchent sur un paradoxe facile à résumer. À une époque où l'on sait tout, on ne comprend plus rien. Les technologies qui nous immergent dans un océan d'informations créent l'illusion fallacieuse qu'accéder, c'est maîtriser. On a l'impression que parce qu'on a tout sur notre portable, on sait tout. Eh bien non. L'instantanéité de l'accès nous dispense de mémoriser, mais aussi d'assimiler cognitivement les informations et de les comprendre. Ainsi, dans l'univers du big data, la culture n'a jamais été aussi inutile en apparence, mais décisive en réalité. Et en matière d'équitation, puisque c'est notre sujet, elle donne la ressource à l'enseignant de s'enrichir, de se renouveler, de se diversifier sans se disperser, d'ouvrir des chemins sans se dévoyer, et au cavalier de s'incarner au monde dans un univers inspirant dans lequel il va se reconnaître et se construire. Alors je m'explique. À une époque où l'essentiel de l'identité n'est plus hérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus boulanger parce que notre père était boulanger, notre arrière-grand-père était boulanger, ou plus boucher parce que nos parents étaient bouchers, mais on choisit un métier. Donc à l'époque où l'essentiel de l'identité n'est plus hérité, et où chacun a besoin de sens et d'assurance intérieure, il y a une forte demande pour une identité culturelle retrouvée, à laquelle répondent parfaitement les différents usages du cheval en général et de l'équitation française en particulier. Alors étant moi-même un adulte ayant dépassé le demi-siècle et pratiquant d'autres sports, je me risque à affirmer, et je vous laisse apprécier cela d'un point de vue équestre, que beaucoup d'adultes, je dirais la plupart, mais en tout cas beaucoup d'adultes, savent très bien quand ils pratiquent qu'ils ne feront pas les Jeux Olympiques, que la plupart ne le souhaitent pas et qu'ils s'en foutent. Voilà. Les adultes pratiquent une activité selon l'image qu'ils ont de ce qu'ils font et de l'univers qu'ils investissent. Pour le dire de façon un peu crue et comme le dit un de mes amis, nul ne pratique la pêche à la ligne s'il pense qu'il n'y a rien de plus moche au monde et qu'un pêcheur a l'air idiot. Alors j'ai rien contre la pêche à la ligne, mais ça dit quelque chose. Les adultes répondent à un désir, ils souhaitent mettre du bon, du bien, du beau en soi, ils souhaitent que leur activité ait un sens, qu'elle conforte ou qu'elle permette de trouver du sens à leur vie, et ils ont moins besoin d'apprendre que de comprendre au sens phénoménologique, c'est-à-dire d'incarner une pratique, de répondre à un idéal qui s'inscrit dans un univers de représentation. Alors évidemment, il y en a toujours qui pratiqueront une activité simplement pour se défouler, mais je pense qu'il reste une minorité, même si c'est plutôt Vérène qui pourrait nous dire ça. Alors, je vous ai pris l'exemple de Ben Brenderup. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai pris un Danois spécialement pour ne pas prendre un Français, parce que je sais que parfois les Français, on les adore ou on les déteste, donc ça aurait gâché mon exemple. Donc j'ai pris Brenderup. C'est un Danois qui, comme vous le voyez, est un spécialiste en fait, de l'équitation classique de tout le courant jusqu'au 18e. Et vous le voyez à droite, vous avez une icono 18e et il est exactement dans la même position. Et vous avez à gauche notamment un de ses livres où vous voyez une gravure de Pluvinel. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les gravures de Pluvinel. Aux 500 ans de Chambord, il y a eu toute une expo qui avait été organisée d'ailleurs par la Fédération. Et alors, dans son ouvrage, Brenderup montre les gravures de Pluvinel et il montre les photos dans son manège avec les mêmes attitudes. C'est-à-dire que vous avez un cheval qui tourne autour d'un pilier de 3/4 arrière, eh bien, il a mis un cheval qui tourne autour d'un pilier de 3/4 arrière. Vous avez un cheval qui est à la groupade, c'est-à-dire qu'il rentre ses antérieurs et ses postérieurs dans un petit seau, il fait la même chose, etc. Alors, celui qui travaille avec Brenderup, par exemple, n'apprend pas uniquement à passager, piaffer ou changer de pied. Il se projette dans un univers et dans l'image que lui renvoie sa pratique et cet univers.
C'est la même chose pour ceux ou la plupart de ceux qui travaillaient avec le regretté Michel Henriquet, avec feu Nuno Oliveira ou bien d'autres actuels. La technique fait partie d'un univers culturel identifié dans lequel le cavalier se projette ou se reconnaît. Dans cette optique, quand je trotte assis dans une dimension académique, je rejoins l'histoire et la lignée de tous ceux qui, avant moi, en ont fait de même dans cet idéal de carrousel au XVIIe et XVIIIe siècle, de cirque au XIXe, etc., etc. Quand je trotte assis, je suis, consciemment ou inconsciemment, je suis la Broue, je suis Pluvinel, je suis la Guérinière, je suis Baucher, je suis Lotte, je suis tous les écuyers qui m'ont précédé et je suis moi. Peu importe au fond si je n'arrive pas à la cheville de ces grands maîtres, peu importe si la finalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, j'incarne une continuité, je suis l'éternel chercheur que ces écuyers ont toujours été. Alors cela n'empêche pas d'être très sérieux, même si je suis très mauvais. Mais sans technique, il n'y a pas d'art, mais la finalité change. La technique se met au service d'autre chose que d'elle-même. Et dans cette perspective, ce qui compte, c'est parfois moins la technique que la pratique, et plus exactement la pratique pour la pratique. Pour reprendre un célèbre adage taoïste, le chemin n'est plus le but, c'est le chemin. Dès lors, il n'y a pas de perfection ultime, le progrès est infini, car le progrès est aussi intérieur qu'extérieur. Et entre parenthèses, un progrès et une pratique infinie, c'est quand même une voie royale pour s'améliorer, mais aussi pour le business. À ce petit jeu, si on peut parler de petit jeu, les arts martiaux artistiques et les arts martiaux et artistiques japonais excellent. Vous avez le kyudo en haut à gauche, l'aïkido en bas à gauche, à droite le kendo et le aido, qui est un art japonais qui consiste à tirer son sabre. Et des gens font ça pendant des années. Voilà. Donc, il y a toute une logique à ça. Parce que, alors dans ces arts, comme dans les exemples de Brenderup ou d'Oliveira, et c'est le premier volet de mon propos, la culture est affirmée, la technique n'est pas dissociée de la culture qui l'entoure, et la pratique est au service de l'humain. Et nous avons une véritable chance avec l'équitation française. Car si elle est un ensemble de principes, une doctrine, des moyens, une méthode, et je rappelle que l'épaule en dedans est une invention française, que l'extension de l'encolure est une invention française, que pour les plus anciens qui apprenaient que l'impulsion était le désir permanent du cheval naturel ou acquis de se porter en avant, le désir, l'impulsion comme désir, c'est français. Il n'y a pas un autre pays au monde qui a défini l'impulsion comme un désir. Voilà. Donc si l'équitation française est un ensemble de principes, une doctrine, des moyens et une méthode, elle est bien plus que cela. Elle regorge de singularité, d'une grande modernité, en étant tout à la fois une histoire, un héritage, une éthique, un art de vivre et l'incarnation du vivant. Très rapidement, une histoire, évidemment, vous le savez tous, extrêmement riche, portée par de nombreux courants qui se sont opposés, enrichis, remplacés, mais aussi ce que j'appellerais une incarnation, c'est-à-dire qu'au-delà de toutes les valeurs portées par l'équitation et que je ne vous rappellerai pas, l'équitation française comme la danse réclame un enracinement dans son corps, est une incarnation complète qui se suffisent à eux-mêmes et qui peuvent devenir leur propre finalité, comme le sont les arts martiaux, mais aussi par exemple le yoga et toutes les pratiques qui n'ont pas de compétition. On peut affirmer que dans un monde de plus en plus désincarné, qui est désincarné de soi et de la nature, qui est quand même le monde dans lequel nous vivons, l'équitation française représente ni plus ni moins qu'une promesse d'avenir pour les jeunes générations. Elle est aussi une éthique, une philosophie, car si elle est constituée de nombreux courants, tous ont été en phase avec leur époque. Aujourd'hui encore, l'équitation française est d'une modernité inouïe. Ces principes philosophiques et techniques répondent parfaitement à cette éthique de la relation au cheval et au monde, telle qu'elle est recherchée et telle qu'elle se dessine pour l'avenir. L'équitation française est une réponse d'une incroyable précision aux antispécistes qui voudraient qu'on ne monte plus à cheval. Et je dirais même qu'elle est sans doute la voie, le trait d'union, capable de concilier deux positions diamétralement opposées, ceux qui montent à cheval et ceux qui voudraient qu'on laisse les chevaux dans les prés. Peut-être même et plus largement, quel est le chemin pour travailler sur le rapport de l'homme aux animaux et de la nature, mais c'est un autre sujet. En tout cas, l'équitation française est en phase avec son temps, autant qu'une réponse à son temps, et possède, je pense, du coup, un boulevard de développement devant elle. En 1977, avec les Journées de Fontainebleau, le projet Poney ouvrait une voie révolutionnaire en affirmant que le cœur de son projet pédagogique devait être l'enfant et non plus la technique, comme cela se faisait dans tous les centres des caisses et dans tous les poney clubs à l'époque.
Non seulement il rompait alors avec 5000 ans d'histoire, hein, exclusivement orientée vers la performance, parce que toute l'histoire de l'équitation, c'est de l'histoire de la performance. Performance à la chasse, performance à la guerre, performance en carrousel, performance dans le cirque, performance dans le sport. Mais il ouvrait une nouvelle voie qui s'est avérée riche en développement. Aujourd'hui, l'inscription de l'équitation française et notre culture nous offre la possibilité d'une nouvelle disruption, si vous me permettez ce terme, surtout à destination du public adulte. Pour le dire de façon imagée, elle offre les ressources permettant de passer du club de gym à la danse. Et lorsqu'on voit le nombre de types de danse, on voit que le développement est important. Du club de gym à l'Opéra de Paris et plus largement du club de sport à l'équitation académique, au cirque, au spectacle équestre et tout un tas d'univers et de projets pédagogiques à inventer. Alors il ne s'agit pas de renier le projet Galop Compétition qui a montré son efficacité et qui restera un projet valable pour un bon nombre de cavaliers, puisqu'il y aura toujours des cavaliers qui voudront aller en compétition et passer des examens, mais d'ouvrir d'autres voies basées sur l'homme. Pour cela, il faut se déplacer d'une logique verticale, centrée sur l'expertise, la technique, la compétition, vers une logique horizontale, culturelle, généraliste, dans laquelle la technique devient la composante et se met au service d'un ensemble plus vaste, mais c'est l'objet de la communication à suivre. On pourrait se dire qu'il s'agit d'un renversement de paradigme, et d'une certaine façon, c'est vrai que cela nécessite d'inventer d'autres projets et univers pédagogiques, mais pas tant que cela. La logique culturelle n'est pas très loin de ce que font déjà nombre d'entre vous, et nous avons vu qu'il existe un modèle Branderup, mais il existe bien d'autres modèles déjà connus, même si beaucoup d'autres sont à inventer. Pour conclure, je dirais que l'inscription de l'équitation française nous rappelle que la culture est indispensable, elle donne de la profondeur, de la ressource, de l'agilité, que notre culture équestre française est particulière et extraordinairement moderne, puisqu'elle a une histoire, un héritage, une éthique, un art de vivre, l'incarnation de vivant. Elle se suffit à elle-même comme son propre projet, et l'on peut y puiser le terreau nécessaire pour nous renouveler, nous diversifier et ouvrir de nouvelles voies, notamment pour les adultes. De la même manière que le projet Poney a disrupté en quelque sorte un enseignement uniquement basé sur la performance en affirmant que sa préoccupation était l'enfant, la culture peut disrupter un projet essentiellement technique pour un autre plus vaste, plus généraliste, plus profond, dont la préoccupation est l'homme. D'ailleurs, la recherche d'harmonie et d'absence de contraintes qui sont spécifiques à l'équitation française pourrait aller plus loin et on pourrait imaginer de travailler vers une éthique et une technique profondément non violente dans l'utilisation du cheval, dans l'usage du cheval, même s'il faudrait évidemment définir ce que c'est que la non-violence. Dans un monde qui change profondément et marqué par des enjeux colossaux, que sont le changement climatique, le développement durable, l'épuisement des ressources, la raréfaction des terres agricoles, la révolution numérique, l'évolution des relations homme-cheval, l'émergence des civilisations cognitives, etc., etc., notre héritage, nos spécificités culturelles recèlent assurément la promesse d'inscrire durablement les usages du cheval dans l'avenir. Et pour le dire autrement, et pour conclure, et ouvrir la réflexion, et comme je l'ai dit il y a quelques années lors d'une communication au HIT de Saumur, le HIT de Jean-Christophe, mais c'est précisément là qu'est, à mon avis, notre sujet. Hier, le cheval nous a mis sur un piédestal, mais demain, grâce à la culture et grâce à vous, il nous remettra les pieds sur terre. Voilà, je vous remercie. 20 minutes.